avait voulu, quand il a appris que je venais ici, il a décidé, en tant que mon aîné, de venir donc m'accompagner, m'appuyer, de me soutenir. Merci beaucoup, cher grand frère. Merci, camarades, pour cette initiative. Il n'était pas prévu, il est venu en mission particulière, mais un bon militant du PPACI, lorsque les enjeux du parti se manifestent en tant que cadre du parti, il ne pouvait pas rester, surtout qu'il était dans les environs. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous soutenir. Camarades représentants du parti en France, camarade Lobo, ça fait 2 fois que vous me faites l'honneur d'animer des conférences. La première fois, j'étais venu en visite privée, je voulais me reposer un peu. J'avais mes propres affaires, il m'a déniché, il m'a obligé à aller faire une conférence à Paris. Et cette fois-ci, c'est sur invitation de la délégation de Lyon, dans laquelle j'ai mon petit, là. Il est où, mon petit? Ah, voilà, qui est membre de mon parti, mon cabinet aussi. Gisley Abobi, qui a aussi fait le pied et le main pour que je puisse répondre présent. Camarades représentants locaux, j'ai vu le bilan de ton action, en tout cas tel qu'il a été dressé par le camarade Lobo. Je voudrais te dire merci et bravo. C'est toujours avec un plaisir particulier que j'entends nos femmes et nos jeunes parler. La camarade qui représente les femmes, chaque fois qu'elle prend la parole, elle parle avec tellement de conviction, de détermination, et que je retrouve un peu de Marie-Laurion Odette en elle, quoi. Je vais d'ici la saluer, Marie-Laurion Odette, qui est ici depuis un bon moment, pour des questions de soins médicaux. Tout à l'heure, je l'appellerai, peut-être même si le temps me permet, j'irai la saluer. Et je retrouve en elle parce que ce sont des grandes militantes, c'est des personnes qui marquent notre parti. Et nous avons toujours, notre parti est toujours porté par les femmes. Merci pour votre engagement. Et surtout, merci d'être venu saluer le président à Abidjan. Il a donné son accord de principe pour une sollicitation qui a été faite. Nous travaillons là-dessus. Le président, sur demande des femmes, a dit qu'il étudiait effectivement la possibilité de venir vous saluer ici en France. Et nous travaillons sur ça. Je crois que c'est un événement qui est attendu et nous allons faire en sorte que ce soit un grand événement. Camarades, les jeunes, quand on vous écoute, on se dit on n'aura aucun souci à prendre notre retraite pour aller tranquillement chez nous quand le mois est venu. Parce que la relève est vraiment assurée et elle est de qualité. Merci beaucoup. Merci pour tout. Camarade CR, camarade secrétaire général adjoint, toi aussi, tu as entendu, tu as appris que je venais. Tu as décidé de venir également me soutenir. Merci beaucoup. Je voudrais saluer tous les militants de Lyon. Je voudrais saluer mon ami personnel, je connais Babou. Merci à l'artiste, la femme Gouro qui m'a fait danser. Après, tu vas me payer. Hein. Parce que quand un Gouro fait danser, c'est nouveau, après, il faut le payer. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Mon dire cadre, merci vraiment à tous ceux qui ont pu se placer. Je voudrais vous transmettre les salutations du président Laurent Gbagbo. J'étais avec lui le jeudi, on était en réunion, on n'a même pas pu terminer la réunion, hein, mon grand frère et moi, on a dû quitter la réunion
pour prendre l'avion pour venir, et il sait que je suis là et il écoute. Il sait que je suis à Lyon et il écoute. Nous sommes ici pour accomplir notre devoir en tant que cadre du parti. Partout où on nous appelle, il faut que nous soyons présents, surtout en cette période. Pour répondre aux attentes des militants et militantes, pour les rassurer et pour leur donner les orientations qu'il faut, pour éviter qu'il y ait des doutes ou des hésitations sur quoi que ce soit. C'est pourquoi je suis heureux du sujet que vous avez choisi, qui consiste à déterminer quel est le rôle de la diaspora dans la victoire annoncée et attendue du président Laurent Gbagbo. Je voudrais avant tout propos vous saluer et vous remercier déjà la diaspora. Oui, vous avez fait du travail. Je pense que le président, quand il en aura l'occasion, lui-même, il vous le dira. Vous avez battu le pavé ici. Depuis 2011, contre la neige, dans le froid, là où personne ne croyait, vous avez été déterminé. Certainement que le président serait sorti, mais on ne peut pas oublier votre rôle que vous avez joué. En ce temps, j'étais le porte-parole du président Laurent Gbagbo, j'ai beaucoup suivi, et je crois que j'ai le devoir de vous dire merci. Merci pour tout, pour ce que vous avez fait, et c'est parce que vous avez fait cela qu'on vous demande encore, parce qu'on est qu'à mi-chemin. Et autant vous aviez cru là où personne ne croyait, à la sortie du président de la CPI, autant vous devez croire là où personne ne croit, en tout cas pour ceux qui doutent encore et qui ne connaissent pas la vie du président Laurent Gbagbo, qu'il sera candidat et qu'il va gagner les élections 2021. Comme depuis 2011, à chaque fois quelqu'un me demandait, mais sur quoi tu comptes? Pourquoi vous comptez sur quoi? Alors que ce monsieur-là, vous savez qu'il ne sortira pas. Je dis, je ne pose même pas la question en ces termes. Je pose en ces termes la question autrement. Qu'est-ce que je dois faire à mon niveau, moi, en tant que Koné Katina, pour que justement, votre prédiction négative puisse se transformer en prédiction positive? Qu'est-ce que je dois faire? Et c'est la même question que je vous repose. Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce qu'ensemble nous devons faire pour donner une joie aux Ivoiriens, aux Africains? Pour que cette injustice inacceptable qui a été produite contre le président Laurent Gbagbo en 2011, que cette injustice-là, elle soit corrigée. Parce qu'une injustice, on ne la laisse pas perdurer. On ne la laisse pas perdurer. Et ça, c'est notre détermination. Celle que vous avez eue en 2011, c'est la même qu'on vous demande maintenant, en 2025. Tout à l'heure, la représentante des femmes a donné le ton sur ce qu'il y a lieu de faire. Mais nous devons nous engager la bataille. Pourquoi nous devons engager la bataille? Parce qu'on ne nous laisse pas le choix. On ne nous laisse pas le choix. Je disais un jour à mes amis du RHDP, je dis, mais vous voyez, le problème que vous avez, c'est que vous pensez qu'on peut construire toute une politique autour de la peur, faire peur aux gens. Mais il y a des gens qu'on n'effraie pas. Nous, au peuple, on ne nous effraie pas. Parce que nous, là, on a un chef qu'on n'effraie pas. Donc, ce n'est pas la peine de jouer. Asseyons-nous, on va parler pour sauver le pays. Parce que effrayer, là, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Et donc, nous voulons tuer en nous ceux qui croient qu'on peut nous faire peur. Voyez-vous, dans un pays, les décisions de justice, quand elles sont prises,
elle s'applique. Même quand on n'est pas d'accord, elle s'applique. Ils ont pris une décision, on ne va pas revenir là-dessus, assez incongrue, inacceptable, selon laquelle le président Laurent Gbagbo aurait été le complice du moi de mes actes, parce que l'auteur principal, c'est moi qui serais allé casser la BCAO pour prendre tous les argent. C'est tellement grossier, c'est tellement inacceptable, et c'est sur ça qu'ils se fondent, sur une décision d'un juge qui a violé toutes les lois possibles pour condamner quelqu'un. En droit, on nous a toujours expliqué que une décision de justice, quand on la prend là, elle est du domaine public, on la critique. On donne des décisions de justice à la fac de droit, on dit qu'il faut commenter. Les commentaires, c'est une critique. D'autant plus juste que ni le juge qui a condamné le président Laurent Gbagbo, dans la forme, n'avait ni la compétence pour le faire. La procédure, et comme je le dis toujours, c'est la seule procédure au monde, la seule procédure pénale au monde, dont l'objectif était que le poursuivi soit absent. Parce qu'en droit pénal, on ne peut, l'avocat te représente, il t'assiste, mais il ne se substitue pas à toi. En matière commerciale, tu peux être là et puis tu as un problème commercial, tu ne vas pas au tribunal. Tu envoies ton avocat. Lui, tu représente, il débat pour toi. En matière pénale, on veut que l'accusé soit là. Et il appartient au procureur qui poursuit de prendre toutes les diligences pour que le poursuivi soit présent. Dans le cas du président Laurent Gbagbo, le procureur a pris toutes les diligences pour ne pas qu'il soit présent. Exactement le contraire de ce qu'il devait faire. Il est à la CPI, on l'a envoyé à la CPI, il est assis là-bas, il sait où il est, et puis un matin on dit non, on t'a condamné, on t'informe qu'on t'a condamné à 20 ans, parce que tu as braqué la BCAO. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Et le président, sur cette base-là, la raison justement pour laquelle on l'a condamné, c'est parce qu'au moment où on le condamnait, et ils avaient l'information déjà qu'ils avaient déjà perdu à la CPI. Donc, l'objectif de cette condamnation était pour éviter, empêcher que le président soit inscrit sur la liste électorale et qu'il perde ses droits civiques. C'était l'objectif. Parce que devant un avocat, si le président avait été présent, jamais cette condamnation n'aurait eu lieu, puisque tout simplement, ni le tribunal qui a été constitué n'avait la compétence pour le faire. Et je ne parle même pas du fond de l'affaire. Parce que sur le fond, c'est tellement ridicule cette affaire-là. C'est le seul vol au monde, présumé vol au monde, où il n'y a pas de volet. C'est-à-dire, quelqu'un est assis, au moins tu te me dis j'ai volé, quelqu'un s'est dit j'ai perdu quelque chose. Mais celui qu'on dit là, il dit mais moi je n'ai rien perdu. On dit c'est pas grave, mais il a volé quand même. Donc ça c'est intentionnel. C'est intentionnel. Ça poursuit quelque chose. Et une telle décision de justice, on la combat. Puisque le juge a fait la politique, on va lui donner une réponse politique. Parce que s'il avait fait du droit, on lui a donné une réponse du droit. Mais malgré ça, pour ne pas les suivre, parce que nous sommes républicains, nous avons porté l'affaire devant la Cour des droits de l'homme, la Cour africaine des droits de l'homme, qui est une juridiction supérieure. Et je vais profiter pour répondre à quelqu'un qui très souvent dit non, il fallait qu'il faut notre juridiction, et que comme non, c'est pas, il faut une procédure spéciale pour que cette décision soit applicable en Côte d'Ivoire. Non. La Cour africaine des droits de l'homme a été claire. Il y a deux personnes qui ont saisi la Cour africaine des droits de l'homme pour violer les droits. Soro Guillaume et le président Laurent Gbagbo. Et les deux, le président, la Cour leur a dit, inscrivez leur nom sur la liste électorale. Inscrivez. C'est une décision de justice qui domine la décision qui a été prise en Côte d'Ivoire. Et pourquoi on ne l'applique pas? Pourquoi on ne l'applique pas?
Parce qu'ils sont dans la même logique de l'injustice depuis 2011. Dans la même logique de l'injustice 2011. La Cour africaine des droits de l'homme. Et je suis curieux, et je suis même surpris que ça, aucune chancellerie n'en parle. Pourtant, on a fait le tout pour leur donner ça. Que les pays qui réclament la démocratie peuvent s'accommoder avec un régime qui réunit totalement les décisions de justice. Et ça ne gêne personne. Ça ne gêne personne. Donc nous avons le droit avec nous. Puisqu'il y a une décision de justice qui impose que le président Laurent Gbagbo soit sur la liste électorale. Et contrairement à ce que dit le président de la CEI, on n'a pas besoin de décisions, il n'y a pas d'exéquature dans ce domaine-là, national, étrangère. Le principe de la territorialité veut que toutes les décisions soient prises, soit une décision prise par un juge, il faut que le juge ait une compétence territoriale. Donc, le principe, c'est la territorialité. C'est pourquoi, si on vous poursuit et qu'on vous condamne en France par un juge français, et que on doit vous arrêter en Côte d'Ivoire, on va demander de l'exéquature. C'est-à-dire, il va falloir qu'une autorité judiciaire ivoirienne endosse cette décision étrangère, parce qu'elle a été rendue par une cour qui est étrangère, sur un sujet et qui doit s'appliquer sur un sujet dans un territoire dans lequel il n'a pas de compétence, sur la base des rapports entre les deux, des conventions, on va demander de l'exéquature. Donc, on va demander à un juge, une juridiction interne, de donner une valeur, d'endosser, de lui donner donc l'onction nationale pour qu'elle soit exécutée. Il s'agit d'une cour de justice rendue à l'étranger. Mais la Cour africaine des droits de l'homme n'est pas une justice étrangère. C'est un traité, c'est une convention. C'est au nom de cette convention qu'on a décidé que la décision qui est prise là-bas, automatiquement, elle est supérieure aux autres décisions qui sont prises en interne. Donc, quand elle est faite, il n'y a pas besoin d'exéquature. Elle s'exécute immédiatement, comme si c'était la cour qui avait été rendue à Gagnoua, à Boisflé, ainsi de suite. Voilà la différence. Mais pourquoi ils ne veulent pas appliquer? Parce que dans la réalité, la décision qu'ils avaient prise, c'était pour empêcher le président Laurent Gbagbo d'être candidat. Donc, nous nous trouvons dans une situation où on ne nous laisse plus aucun droit, aucune possibilité de nous battre. Et la politique, c'est un rapport de force. La politique, c'est un rapport de force. Mais si moi, j'ai un contentieux et que je vais devant le juge, on me donne le juge, et puis celui qui doit exécuter, je ne l'exécute pas, mais je me donne les moyens d'exécuter cette décision. C'est pourquoi votre rôle est déterminant. On ne peut pas accepter l'exclusion du président Laurent Gbagbo de la liste électorale. Ce n'est pas possible. Et ça, c'est une bataille de chaque temps et de chaque instant. Ne serait-ce que moralement et politiquement, ce n'est pas acceptable. On ne peut pas refuser à celui qui a fait la prison pour que les Ivoiriens aient le droit de voter. On lui refuse, lui, ce droit-là, sur une base fallacieuse. Une injustice. Il ne faut jamais s'accommoder d'une injustice. Et c'est en cela où ça me permet d'aborder le second point, qui est lié. Pourquoi nous devons faire bloc autour de la candidature du président Laurent Gbagbo? Eh bien, parce que tout simplement, c'est nous les militants qui lui avons demandé d'être candidat. C'est nous qui lui avons demandé d'être candidat. On ne peut pas demander à quelqu'un d'être candidat. Il dit oui, et puis on commence à chercher des plans B. Moi, tout ce qui est... J'ai horreur de la traîtrise. Parce que ça, c'est une forme de traîtrise. J'ai horreur de la manipulation des opinions.
on entend, tu dis non. Bon, on entend des bruits pour dire, ah oui, mais Gbagbo, bon, si au cas où, il n'y a pas de au cas où, il y sera. Et nous devons faire en sorte qu'il y soit. J'ai donné cet exemple. Vous savez, à la conquête de l'Europe par les Arabes, quand les Arabes devaient conquérir l'Europe, les Arabes ont conquis l'Europe par la péninsule, en passant par non, oui, mais de l'Afrique. Ils sont venus de l'Afrique. Ils sont passés par le Maroc, à l'Algérie. Et quand ils ont franchi la Méditerranée, le général arabe, vous savez ce qu'il a fait? Il a brûlé tous les bateaux. Il a brûlé tous les bateaux. C'est un fait historique, ce n'est pas une légende. Il dit, bon, pourquoi il a brûlé? Parce qu'il ne veut même pas que quelqu'un ait un plan B dans sa tête. Soit tu vas combattre pour gagner, soit tu vas mourir dans l'eau, si tu veux reculer. C'est un fait historique. C'est établi, c'est dans les livres d'histoire. Le soldat s'est rendu compte que en face de l'adversaire, il n'avait d'autre choix que d'aller l'attaquer. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné. Parce que quelqu'un qui n'a pas le choix, il est invincible. Comme on ne nous laisse pas le choix, on devient invincible. Si le président Laurent Gbagbo n'est pas candidat, ce sera notre faute. Parce qu'eux, ils jouent leur jeu. Hein. Depuis 2011, ils ne veulent pas. Ils pensaient qu'il allait rester à la CPI. Vous êtes battu, il est sorti. Mais ça, c'était la demi-finale. La finale, on doit l'envoyer là où il était et on le lui a arraché de façon inacceptable. J'ai l'habitude de dire à nos camarades que le jour où quelqu'un va m'expliquer que du 26 octobre 2002, quand il a pris le pouvoir, au 8 janvier 2001, la première tentative de coup d'État, en 2 mois, ce que le président Laurent Gbagbo a fait de mauvais, là, en 2 mois, au point qu'on puisse l'attaquer en 2000, si on arrive à me convaincre, peut-être que ça va changer ma position sur une certaine chose. Il faut qu'on arrête les stigmatisations des personnes dans nos pays. Pensez qu'il y a des gens qui sont faits pour diriger, il y a des gens qui n'ont pas le droit de diriger parce qu'on les stigmatise selon les origines. Ça passe pas. C'est inacceptable. Et c'est ça qui est la première cause de la haine contre le président Laurent Gbagbo. Mais lui, il a quel problème? Il fait corps avec un peuple qu'il a appris à aimer, qui a appris à le connaître, et dans tout. C'est ça son problème. Et c'est pourquoi on dit, mais il leur a donné quoi? Même s'il ne nous donne rien, mais nous, quand on voit Gbagbo, on est content. C'est tout. Parce qu'il fait corps avec nous. Il fait corps avec nous. C'est notre responsabilité. Mais ça, on peut me dire, c'est une position hautement partisane. Oui, je suis partisan, je l'accepte. Mais il y a des questions qui sont objectives. Chers amis, notre pays va mal. Il ne faut pas qu'on te les cache. Notre pays va mal. Et je vais vous faire un tableau rapide pour que vous compreniez pourquoi la question de la victoire du président Laurent Gbagbo devient une question vitale. Le monde a changé. Nous étions en avance depuis 2000. On avait une vision, mais les autres ne comprenaient pas notre vision. Aujourd'hui, ils comprennent notre vision. Mais celui qui a produit cette vision-là, redonnez-lui le pouvoir. Parce que c'est au nom de cette vision-là qu'il allait à la CPI. La remise en cause d'un ordre dominateur. C'est pour ça qu'il allait à la CPI. Pourquoi il a osé? Mais aujourd'hui, là, tout le monde ose. Et donc, lui, là, qui avait osé le premier, redonnez-lui son pouvoir.
C'est dans notre intérêt. Chers amis, le monde se décide. Le monde est en guerre. Hein? C'est nous qui l'avons. Il y a une autre forme de guerre mondiale qui se fait. Ce qui se passe en Ukraine, là. C'est pas seulement les Russes. C'est pas Russes contre. Non, hein? Ukrainiens. C'est le monde qui est en guerre. Et c'est cette guerre-là qui se déroule au Mali. Quand vous voyez un ambassadeur d'un pays, parce qu'il y a eu des attaques, des soldats maliens peuvent dire, oui, moi, je suis content parce que on a fait cela. Parce que aussi, ça s'est fait. C'est aussi la guerre qui a lieu là-bas. La guerre mondiale qui a cours comme ça. Elle n'est pas encore déclarée officiellement, mais elle se met. Quand les gens se disent, on va envoyer des armes de l'autre côté, c'est la guerre mondiale. Nous sommes en pleine guerre. Et ça, il faut à la tête de nos États des personnes qui comprennent les enjeux. Il ne faut pas avoir des sous-préfets à la tête de nos États. C'est fini ça. Il faut des gens, non seulement qui ont le courage, mais qui ont la vision. Parce que c'est ce qui nous impose, c'est ce qui s'impose à nous aujourd'hui en Afrique. Il n'y a pas d'autre solution. Ce matin, je disais à quelqu'un qu'il y a deux formes de sources de développement. Ce soir même dans la voiture, j'ai expliqué ça à quelqu'un. À lui, j'ai expliqué ça. Vous avez l'Occident qui s'est développé par l'exploitation des autres. C'est leur chemin de développement. L'Occident n'aurait jamais été ce qu'il est aujourd'hui s'il n'y avait jamais l'esclavage et la colonisation. C'est pas possible. Ils ont beau faire tout le développement là-dessus, ce n'est pas possible. La source de leur développement, elle est liée à ça. L'esclavage, le capital, comment ils ont constitué leur capital, l'accumulation de leur capital en exploitant les autres, l'esclavage, puis la colonisation. Il faut avoir le courage de leur dire ça. Et je crois qu'ils sont conscients. Même s'ils ne le disent pas dans leur livre d'histoire, mais au moins aujourd'hui, là, nous tous, on est là à l'école, il faut leur dire ça. Et puis, vous avez un autre exemple, qui est l'exemple chinois, qui est le développement à partir de ses propres atouts internes. Premièrement, la population et le rôle déterminant de l'État. Et sur la question de l'État, il faudra que vous reteniez, nous tous aussi, ceux qui sont ici, qui nous écoutent, que l'affaiblissement de l'État africain fait partie du processus du sous-développement, du maintien en du sous-développement de l'Afrique. Parce que eux, l'Europe, l'Occident, à quelques exceptions près, les États-Unis, la grande partie de la Constitution européenne ne s'est pas faite sous la République. Elle s'est faite sous les royautés. C'est l'État qui a lancé. C'est l'État était d'abord puissant avant que le capital ne puisse prendre l'envol. Et ils sont pas. La différence entre eux et nous, c'est qu'ils sont eux, ils connaissent leur histoire et ils savent s'en inspirer. C'est pourquoi vous verrez qu'à partir des années 80, quand les pays africains ont commencé, à partir d'une économie supportée par l'État, à émerger, ils ont commencé à taper sur l'État pour dire non, l'État, il faut faire, comment on appelle ça, privatiser, il faut diminuer le rôle de l'État. Sachant qu'effectivement, aucun pays ne peut se développer sans que les fondements ne reposent sur un État fort. Ce n'est pas possible. C'est ce que la Chine a fait. La Chine, c'est 1,4 milliard d'habitants. C'est-à-dire une entreprise avec 30 millions de consommateurs en Chine, c'est très rapide. C'est-à-dire toute la population de Côte d'Ivoire, là. C'est une PME. C'est les clients d'une PME en Chine. Oui, c'est les clients d'une PME. Ce sont les consommateurs d'une PME en Chine. La Chine a donc profité à la fois de sa population et de son État. L'État est le centre du développement de la Chine autour de la population. Mais nous, tout ce que les dérives que vous voyez là, elles ne sont pas gratuites. Hein. Wubisme, comment on appelle même Wubisme, tout ce que vous... Ce n'est pas gratuit. Hein.
Excusez-moi, hein, moi, je m'en fous des tendances des uns des autres. Dans la nuit, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je suis politique et je raisonne en politique. L'affaiblissement de l'État, l'anéantissement de nos valeurs culturelles, sociales, vise un objectif. Si les Africains s'unissent, nous sommes déjà à 1 milliard. Nous sommes déjà des consommateurs. Donc, l'exemple chinois là peut nous servir. Maintenant, si nous tous on devient Woubi, qui va faire enfant? Donc, il n'y a, excusez-moi, dans la société capitaliste, il n'y a rien qui soit fait au hasard. Tout est calculé. Tout est calculé. C'est une erreur de penser que non, les gens font. Non, tout est calculé. Nous sommes les voisins les plus proches. Comme ils n'en font plus beaucoup, il ne faut pas que nous en fassions aussi beaucoup. Et donc, dans un contexte comme celui-ci, il faut des leaders forts qui ne dépendent que, qui n'ont leur légitimité que de leur peuple. Quand un chef a sa légitimité ailleurs, il s'en fout du peuple. Et la conséquence en Côte d'Ivoire est claire. La situation sociale en Côte d'Ivoire telle que vous la voyez, la cherté de la vie, on s'en fout. Parce qu'ils n'ont pas la légitimité là, ils ne dépendent pas de vous. Leur légitimité, ils la tiennent d'ailleurs. Et pourquoi vous allez les voir ici, chaque mois, ils sont ici. Même un mois, même parfois, c'est trop. Parfois, ils peuvent venir même 2 fois par mois. Parce qu'ils s'en fichent. Quand tu n'as pas une légitimité que tu tires du peuple, tu fais ce que tu veux et tu penses que le peuple n'a rien à faire. On devient un État policier, on brime le peuple et on dit on s'en fout. Cherté de la vie. Mais la vie est chère. Oui, la vie est chère en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, c'est l'un des pays les plus chers du monde. Comparé à nos revenus, la vie est excessivement chère. Pourquoi? On va revenir tout à l'heure là-dessus, en matière économique. L'exclusion de ceux qu'on pense qui n'ont pas le droit de vivre dans leur monde. Le déguerpissement. Pensez-vous un seul instant que si ce régime-là pensait que sa légitimité, il le tenait du peuple, à quelques encablures d'une élection, peut se permettre de faire ce qu'il perd au peuple? Déguerpissement. Tu dors à 5h, à Djamé, à 5h du matin, on vient à ta maison. Sans compensation. Parce qu'il y a eu des cas de déguerpissement en Côte d'Ivoire. Washington, qui était même une occupation anarchique. Mais quand le président Béguié, perd son âme, a voulu assainir ce coin, il a construit de Gabou sur la route d'Alépé pour délocaliser les personnes avant de venir les chasser. Je vais faire une anecdote. J'étais dans le conseil municipal de Cocody, et puis une fois on a fait réunion du conseil municipal, on a dit bon, Cocody est trop chaud, on va casser tout Cocody, on veut que Cocody revienne, on va chasser les gens. On ne sait pas quel papatou allait dire ça au président Babou. Nous, on a fait nos conseils, si quelqu'un allait mentir, il allait le rapporter. Il a appelé le maire. Il dit, moi, je suis d'accord, hein. Cocody, oui, il faut continuer à traiter, on chasse les gens. Mais il faut m'envoyer le plan où vous allez les localiser, les reloger. Il dit, parce que ces personnes, il y en a qui sont depuis 20 ans, les enfants vont à l'école. Quand on a fini de les casser, là, on les envoie où? Voilà la différence entre un homme d'État et les hommes de pouvoir. C'est différent. Donc, déguerpissement. Sans ménagement. On s'en fout. Faites ce que vous voulez, c'est nous qui sommes là. Il y a même un qui a fait une vidéo. Vous dites Blocos là, bon, vraiment, ça là même. Et, bon, c'est vrai que c'est leur village, mais ils vivent comme des villageois, donc il faut voir, est-ce que c'est notre. Mais ils sont au village, c'est leur village.
J'ai fait 10 ans à Accra. Accra, c'est parsemé de villages. Attends, les villages grands, les populations qui ont la même culture que les brillés grands. Mais les villages ghanéens, une loi est prise pour dire que tout le développement doit pouvoir insérer ça dedans comme étant patrimoine national. Il faut leur laisser leur patrimoine national. Il ne gênera aucun homme politique gagné de venir dire je vais raser la Badi, je vais aller raser tel village. Ils ont inséré ça dans leur système de développement. Ils même respectent les lois. Il y a un mois où on ne fait pas de funérailles. À Accra, on ne fait pas de bruit. C'est une décision d'un village. Tout Accra respecte ça. C'est le mois de juin où je ne t'aimais plus. Parce que là-bas, les gens savent ce que c'est que les valeurs culturelles. Mais chez nous, on croit que le développement, c'est le blim-blim. Mais le développement, ce n'est pas le blim-blim. Le développement, ce n'est pas le blim-blim. Donc, situation sociale difficile, exclusion des pauvres, division sociale artificielle. Voilà l'état de la Côte d'Ivoire sur le plan social. Au niveau économique, nous devons faire face à 35 000 milliards de dettes. Là, ce mois-ci, ils doivent payer 344 milliards de dettes, de services de dette. Ils grattent la tête, ça ne sait pas comment faire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont tiré aucune leçon de ce que les autres ont vécu. J'ai l'habitude de dire, quand tu fais ton champ et que quelqu'un n'a pas souffert, quand il était pour venir récolter, si tu ne fais pas attention, il va mal les récolter. Je ne sais pas comment tu as fait pour souffrir. Le PPTE, nous avons souffert sous notre régime pour faire le PPTE. Parce que la liberté, le droit, la souveraineté que prenait le président Laurent Gbagbo était incompatible avec l'endettement. Parce que si tu es endetté, forcément, tu as tout le contrôle de quelqu'un. On s'est attelé à rembourser la dette, à rentrer dans le PPTE. Aujourd'hui, nous sommes à 35 000 milliards de dettes. Sur quoi? Comment peut-on être endetté comme ça et ne pas être capable d'avoir des ressources fiscales qui puissent permettre de rembourser ces dettes? Non. Donc, on accroît les TVA, on augmente les taxes, ainsi de suite, et on rend la vie très chère. La cherté de la vie en Côte d'Ivoire est liée à l'endettement de la Côte d'Ivoire. Sur le plan politique, la prise en otage de l'État. En juin, le chef de l'État ivoirien a pris une ordonnance. C'est-à-dire les députés étaient en pleine session. Lui, c'était sur l'ordonnance. Société civile. Vous avez vu qu'il y a une partie de la société civile qui a saisi l'ONU pour cette affaire, qui restreint la liberté d'action de la société civile. Pourquoi une ordonnance? Vous avez entendu l'article 185 du code qu'on a révisé, dont l'objectif est tout simplement de museler l'opposition. Il y a même cette loi qu'ils ont prise sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire, mon ami Gbagbo, qui fait un poste, moi je viens derrière, je commande le poste. Si le gouvernement n'est pas content, ils vont arrêter Gbagbo. Il dit, toi là, c'est toi qui as fait le poste. Et puis lui, il a commenté en bas ici, donc c'est ta faute. Mais lui, là, ici, comment il va faire pour me contrôler? Toutes ces mesures sont prises pour préparer ce qu'ils veulent faire en 2025. Nous empêcher en pensant
qui peut nous empêcher de parler. Or, nous, là, on n'a pas l'argent pour acheter les armes. La force brutale n'a jamais été notre fort. Ce que notre patron nous a appris là, et qu'il a envoyé au pouvoir, là, c'est notre gueule. Et notre gueule, là. Personne ne peut nous empêcher de parler. Personne. Personne ne peut, parce que c'est le sens de notre liberté, de notre bataille. On va parler. On va parler. Bon, maintenant, il dit que la maca, ça s'appelle PPA. Bon, donc, c'est pas compliqué. On va parler. Parce qu'il est inacceptable. Le pays ne peut pas continuer comme ça. Le pays ne peut pas continuer de cette façon-là. Dans ces conditions, il ne nous reste plus qu'une seule chose. Notre détermination. Certainement, le parti va vous appeler très bientôt à la mobilisation. Le parti va vous appeler très bientôt à la mobilisation. Chers amis, vous qui êtes ici, vous qui avez des parents là-bas, demandez-leur de se mobiliser. Nous n'avons pas d'autre choix. Et ne vous laissez pas distraire par les promoteurs des plans B, C et D. Notre plan, s'il y en a 24, de A à Z, il s'appelle Laurent Gbagbo. Ça, je voudrais que ce soit clairement compris, parce que c'est ça qui divise et qui dilue notre lutte. Quand on n'a pas de cohésion, quand l'adversaire sait qu'il est capable, par notre fragilité, ou du moins de profiter de notre fragilité, il va profiter. Ça, je ne vais pas en vouloir à Ouattara. Si nous allons en rang dispersé, du moins, nous donnons l'impression que nous sommes incapables de faire bloc derrière notre chef, que nous-mêmes, à qui nous avons demandé le candidat. Et que déjà dans nos têtes, on commence à voir, ah oui, mais s'il ne veut pas aller là, on a qu'à faire plan B. Mais Ouattara est heureux. Moi, j'aurais été à ta place, j'aurais fait la même chose. Je ne l'accuse pas, c'est nous que je vais accuser. C'est nous que je vais accuser. Le président Laurent Gbagbo ne mérite pas ça. Ce qu'il lui reste, ce qu'il nous reste, c'est notre mobilisation absolue, déterminée. Elle est à la fois politique, elle sera démocratique, parce que nous n'avons pas d'autres moyens que nous d'utiliser les moyens démocratiques prévus par la loi, parce qu'on ne connaît pas la violence, nous. Mais elle est aussi électorale. Et c'est en cela où la diaspora, vous avez un rôle déterminant. Camarades, quand quelqu'un va vous appeler de son village pour lui donner 5 000 francs, je vais aller faire ma carte d'identité. Si vous pouvez, aidez-le. Il faut que nous soyons pleins sur la liste électorale. Il faut que nous allions nous enrôler. Tout à l'heure, elle a dit ça. Parce que quand on a fini cette première bataille, il reste ici. Étant entendu que dans nos têtes, nous continuons de nous battre aussi pour que la CEI, là, elle soit réformée. Et sur la question de la CEI, notre position est claire. Elle dit oui, mais la CEI, là, c'est vous qui avez demandé. Oui, mais c'est nous qui avons proposé à un moment donné qu'il y ait une CEI, des partis, que les partis présidents soient là. Mais on s'est rendu que ça ne marche pas. C'est nous qui avons demandé, on voit que ça ne marche pas. On vous propose autre chose. Cette CEI-là, ceux qui ont dans leur tête les plans B, C et D, la première bataille, là, il faut que nous nous battions. Non seulement que le président Laurent Gbagbo soit là, mais que cette CEI-là soit réformée. Il faut qu'elle soit réformée. Et ce n'est pas un jeu d'enfant. Il s'agit de la survie de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de la volonté de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de la survie de l'Afrique. Si nous biaisons avec la démocratie, les élections, ne soyez pas surpris qu'un jour on vient nous balayer par un coup d'État, tout le monde. Et puis les militaires s'asseyent. Parce que généralement, ce qui se passe dans les autres pays, c'est l'espoir perdu dans la démocratie qui fait que les gens vont là où il n'y a pas les solutions d'illusion.
Il faut que nous donnions le goût de la démocratie à nos populations. Et nous devons nous battre pour ça. Nous devons nous battre pour ça. Votre rôle en tant que diaspora est déterminant. Il faut que vous vous mobilisiez, comme vous l'avez toujours fait, à Lyon, à Paris. Reprenez la lutte. Si nous engageons la lutte, les parents de ceux qui sont là-bas, là, eux là, tant que tout va bien, ils sont tranquilles. Mais les gens vont se dire, on dit les gens ne sont pas bien contents, ils vont aller parler, poulet, mon ami, il faut revoir ta position. Il faut voir ta position. Mais ça, c'est pas eux qui vont faire ça à leur place, à notre place. C'est nous qui devons le faire par notre détermination. Vous avez la possibilité, vous avez la conviction, vous avez l'énergie, vous avez la vision. Ensemble, dans une marche coordonnée, avec une vision claire, avec un leader autour duquel nous sommes irrévocablement engagés. Nous allons arriver à cette fin-là. Parce que le chemin de la grande victoire n'est jamais un chemin large. C'est toujours un chemin périlleux. C'est un chemin étroit. C'est un chemin d'écorchure, de blessure, de saignement. Mais c'est le seul prix de la liberté. Et je vous remercie. On peut l'applaudir, on peut applaudir monsieur le ministre. On peut applaudir monsieur le ministre. Oui, parce que ce qui vient de nous être servi est assez limpide.